Ce programme vous est présenté avec le concours des laboratoires Biopharm. L'engagement pour la qualité. Bonsoir, extrêmement ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez profité de l'été pour vous reposer et faire le plein des batteries pour être enfin d'attaque pour une nouvelle rentrée sous le signe de la sérénité et surtout l'énergie. C'est d'ailleurs la thématique que nous vous proposons ce soir. Nous tenterons avec mes invités de vous donner les moyens de faire une rentrée sereine avec le moins de stress possible pour les grands comme pour les petits, pour qui le mois de septembre est souvent source d'anxiété. Quelle est la part du sommeil dans notre bien-être ? Quels sont les bienfaits du sport sur notre cerveau? Quel est le rapport entre notre nourriture et nos émotions? Vous l'auriez compris, ce soir, nous nous penchons sur les besoins élémentaires pour notre équilibre. C'est une thématique qui s'inscrit dans la psychologie positive et dont l'objectif est d'arriver à une prise de conscience de notre santé globale et à cet état complet de bien-être. Pour en parler justement, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Hamoudi Leila. Vous êtes médecin du sport à l'hôpital Dr Maouche, ex-CNMS. Bonsoir. Bonsoir madame. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Blad Louhab Fouad. Vous êtes spécialiste en médecine interne, vous êtes également spécialiste en nutrition installé à votre compte à Cheraga. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir docteur Lounès Lalem. Vous êtes psychologue enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Docteur, j'ai également l'énorme plaisir de recevoir docteur Raïs Anis. Vous êtes somnologue, également installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous quatre de venir éclairer nos téléspectateurs sur cette thématique qui est très importante pour pouvoir être serein à cette nouvelle rentrée, mais aussi, pourquoi pas, toute l'année. Alors, on va commencer justement par une question toute simple, docteur Lalem. Qu'est-ce que être serein? Qu'est-ce que la sérénité finalement? Alors, premièrement, c'est l'empathie. Deuxièmement, la conscience. Et troisièmement, chose qui est très importante, c'est les émotions. Quand on parle d'empathie, c'est être en capacité de ressentir sa douleur et la douleur de l'autre. C'est-à-dire, si on est dans un embouteillage, c'est normal, je ne suis pas le seul, c'est que je suis parmi tant d'autres, par exemple. Le deuxième point, c'est l'aspect de la conscience. Est-ce que je suis conscient en rapport avec tout ce qui se passe autour de moi? Et à quel niveau? C'est-à-dire pour pouvoir cogiter, prendre du recul et penser correctement, le réfléchi agit ou bien l'agir réfléchi. Troisièmement, l'émotion, si on est plus dans l'émotivité, on est moins rationnel, on arrive moins à mettre en avant des jugements. C'est-à-dire pour mettre en place un peu les trois ingrédients essentiels à la sérénité, c'est pas chose impossible, on peut les installer sur un bon travail sur soi-même déjà et avec du temps j'imagine et avec de la maturité qu'il faut, on peut installer ces pratiques-là. Oui, c'est un apprentissage parce que dit comme ça, ça paraît facile, mais c'est très compliqué d'être dans le discernement justement, ou être en mesure de contrôler ses émotions justement, comme vous le disiez. On va peut-être commencer aussi par le sommeil, parce qu'on va parler aujourd'hui des piliers du bien-être. Le sommeil, docteur Raïs, est très important aussi parce que, je vais commencer par vous, parce que peut-être lorsque on a mal dormi, ça se voit tout de suite sur notre humeur. Quelle est la part du sommeil dans notre bien-être et notre sérénité? Alors, le sommeil a une part très importante pour justement être bien dans sa peau. Si vous dormez mal, le lendemain, vous êtes irritable. D'accord? Donc, il y a de l'irritabilité, il y a de la fatigue aussi. Pour éviter, d'ailleurs, on le voit chez certains patients qui ont par exemple des dépressions des dépressions secondaires non expliquées. On cherche toujours à ce qu'il n'y a pas un problème du sommeil derrière. Pour bien dormir, il faut aussi passer par les deux autres piliers qui sont l'alimentation et le sport physique, et l'activité physique. Voilà. Donc le sommeil, pour bien préparer le lendemain, il faut bien dormir la veille. Voilà. Oui, on parle du rapport, ça c'est très important de le souligner, cette relation justement de complémentarité qu'il y a entre le sommeil par exemple et l'activité physique ou l'alimentation. C'est pour dire qu'une bonne nuit de sommeil, ça se prépare. Exactement. Oui. Exactement. C'est quoi finalement quand on dit un sommeil qui va nous reposer ou un sommeil réparateur? C'est quoi un sommeil réparateur? Alors un sommeil réparateur,
c'est une bonne nuit de sommeil en termes de qualité et en termes de temps. Chacun de nous a un besoin particulier en nombre d'heures de sommeil. Lorsque vous écoutez les médias ou les réseaux sociaux, vous avez des études qui parlent de 7 heures en moyenne de sommeil. C'est faux. Chacun a son besoin. Vous avez des personnes qui ont besoin de 6 heures, des petits dormeurs et des petits dormeurs, des grands dormeurs. Vous avez les courts dormeurs et les longs dormeurs. Vous avez les couches tard et les couches tard, lève tard et les couches tôt, lève tôt. Donc, toutes ces particularités, chacun de nous doit savoir de quel type est-il, d'accord, son sommeil, pour pouvoir le gérer de façon correcte. Une bonne nuit de sommeil commence par le réveil matinal. L'heure à laquelle vous allez vous réveiller le matin, c'est l'heure qui va déterminer toute la journée. C'est à partir de là que votre journée va se poser, ce que vous allez faire dans la journée, et viendra un moment le soir où vous allez être fatigué, où vous aurez besoin de sommeil. Une bonne nuit de sommeil, c'est l'alimentation aussi. Pas à n'importe quelle heure et pas n'importe quoi. Et une bonne nuit de sommeil aussi, c'est de l'activité physique. Il faut se dépenser. Il faut se dépenser pour pouvoir bien dormir le soir. Si vous prenez une personne qui travaille sur les chantiers, le soir, c'est certainement, il va bien dormir. Si vous prenez quelqu'un qui ne fait rien de sa journée, c'est sûr qu'il va mal dormir le soir. Alors on a tendance à dire que pour être bien peut-être dans sa peau, c'est bien de casser la routine. Mais finalement, non, c'est bien d'être une personne qui a une routine. À vous entendre, docteur Raïs. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Lalem? C'est bien d'installer une routine et voilà, avoir des horaires pour dormir, savoir quoi manger. En parlant de typologie de qualité de vie, on a inversé les choses pour les appeler aujourd'hui en termes de routine. Or que ce n'est pas des routines, c'est une typologie, une qualité de vie. C'est en rapport avec un mode de vie, un mode d'emploi propre à tout un chacun d'entre nous. Ce qui est très important, c'est comment les valoriser justement, parce que quelque part, ça ne fait pas de défaut. Comme l'histoire du congé, on retarde toujours les congés, on se dit « Ah, finalement, je vais partir en congé le mois d'août ». Le congé, c'est un peu comme l'histoire du sommeil. Hein. Le congé n'attend pas. Si j'ai besoin de partir en congé, exact, ce soir, ce week-end, je pars ce week-end en congé. J'ai pas besoin de le faire reporter à chaque fois et tout le temps. C'est un peu ce qui se passe avec, c'est-à-dire le commun des êtres humains en général. C'est pour ça que pour revenir ça c'est plus compliqué, hein, docteur Lalem, parce qu'on a tendance à vouloir être en congé en même temps que la famille, que les enfants. Donc voilà. Tout à fait, parce qu'il y a c'est pourquoi j'insiste sur une chose, typologie, qualité de vie. À savoir le mode d'emploi, c'est-à-dire employé chez tout un chacun d'entre nous. Ce qui est très important, en le mettant en avant, c'est pas de la routine, mais c'est un mode d'emploi chez tout un chacun. Finalement, c'est bien ou c'est pas bien d'avoir une routine entre parenthèses? Au contraire, c'est bien. Oui. Tout comme l'histoire du congé qui n'a pas besoin d'être retardé. Oui, absolument. Selon les besoins. Que ton alimentation soit ta meilleure médecine, hein, disait Hippocrate, docteur Abdelwahab. Est-ce que notre bien-être se décide aussi dans notre assiette? Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'il faut savoir que notre assiette, elle influe sur notre cerveau. Donc, pour un petit peu résumer les choses, on a deux types d'alimentation, une pro-inflammatoire et une anti-inflammatoire. Donc la pro-inflammatoire, c'est une alimentation qui va générer certaines pathologies qu'on connaît tous, donc métabolique, diabète, obésité, cardiovasculaire, etc. Mais aussi sur le bien-être mental, sur la santé mentale. Donc une alimentation pro-inflammatoire va nous donner un certain mal-être, donc va provoquer certaines pathologies mentales. Par contre, une alimentation anti-inflammatoire, elle va au contraire protéger de ces maladies qu'on connaît tous, mais elle va protéger des maladies mentales. Elle va donner un bien-être que l'on peut même palper. Si on mange sainement, on se sent bien. Si on mange malsain, on va dire, on ne va pas se sentir bien. Oui. On a tendance à beaucoup dire quand on parle d'alimentation, hein, surtout dans des émissions comme celle-ci, des émissions de santé. On parle beaucoup de varier l'alimentation, on parle beaucoup aussi d'équilibre, mais on a tendance à oublier une marge qui est très importante, qui est le plaisir. Parce que ça aussi, c'est très important. Tout à fait, oui.
C'est-à-dire qu'il y a une surtout règle... pour notre humeur, hein, puisqu'on en parle ce soir. Il y a une règle à respecter, celle des 80-20%. C'est-à-dire que si on base notre alimentation sur 80% d'une alimentation saine, équilibrée, anti-inflammatoire, donc le régime qui convient là-dessus, c'est le régime méditerranéen, tout simplement. C'est le meilleur régime qui soit. Les 20%, c'est l'alimentation plaisir. Donc on aura droit, bien sûr, à une alimentation plaisir qui ne va pas influer sur notre santé. Donc si de temps en temps on prend un chocolat, un soda, une pizza, ça ne va pas provoquer des pathologies ou autres. Si on base notre alimentation sur une alimentation saine, le ratio 80-20%. Oui. Docteur Hamoudi, et pour le sport, hein, j'imagine qu'on ne peut pas passer sans en parler. On disait tout à l'heure que ça fait partie justement des piliers du bien-être. Le sport, naturellement, n'est pas un luxe, mais un besoin aussi pour notre équilibre. Effectivement, si on reprend la définition de l'OMS de 1946, elle stipule que c'est la santé, la définition de la santé, c'est un complet bien-être, un état de complet bien-être, qu'il soit physique, moral et social. Oui. Donc, si on prend toutes les études qui ont fait des recherches en ce qui concerne les bénéfices de l'activité physique sur la santé, on retrouve effectivement que l'activité physique a des effets bénéfiques sur ces trois composantes du bien-être. Alors, c'est quoi l'activité physique maintenant? L'activité physique, c'est tout mouvement ou tout effort qui permet qui entraîne une dépense énergétique. Et cette dépense énergétique, elle doit être supérieure à la dépense énergétique de repos. Donc, bouger au quotidien, on n'est pas obligé de faire un sport intense ou autre pour dire ça y est, j'ai 10 minutes par jour, ça suffit, docteur? 30 minutes par jour. Oui. 30 minutes on pourra en parler tout à l'heure, qui peut se manifester sous forme de marche ou d'exercice ou de travaux ménagers, domestiques, ou alors du jardinage si on a un jardin, ou alors prendre ses courses quand on va les faire, ou alors carrément monter les escaliers au lieu de prendre tout ça, ça entre dans. Après, il y a des degrés de l'activité physique, on les verra tout à l'heure si vous voulez. Bien sûr. C'est le but en tout cas de cette émission, hein, c'est de donner des conseils. Vous auriez justement compris hein, qu'il ne s'agit pas d'un sujet en rapport avec les traitements, mais plutôt en rapport avec la prévention. Le but est d'arriver à un citoyen qui soit bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Je vous propose justement de regarder ces échos recueillis par Hasna Zoubiri. Regardez. De nouvelles résolutions en cette rentrée sociale pour de nombreuses personnes. Manger équilibré, s'inscrire dans une salle de sport et perdre même quelques kilos, l'objectif est d'être en bonne santé. Tout commence par une bonne alimentation, nous révèlent ces citoyens. الانسان ياكل خضره تبقى هكذا. انا عندي 60 طون والله ما عندي ني السكر ني لا طونسيون ني الحمد لله باسكو ناخذ الاحتياط. دونك انا حبيت برك نمد اكزومبل للناس هذه اللي راهي تاكل راهي كارثه لي بيتزا لي ساندويتش بزاف صوالح ويخلوا الماكله تاع الدار. انا نقول لكم بلي راكم غالطين. الماكله تاع الدار احسن من الماكله تاع الزنقه مليار خطره. ميم كنت توجع كرشك ولا كاش مشكل تعرف واش كليت مي برا ما تعرفش. Manger maison, c'est-à-dire manger légèrement du bio, c'est dans la mesure du possible, et éviter de manger à l'extérieur. Une alimentation équilibrée, du sport, un peu légèrement du sommeil et un cerveau légèrement propre. On dit souvent que le sommeil est réparateur à condition de se coucher avant minuit. انا ديجا والله على السبعه نكون دوبو روتريت مي على السبعه نكون نرقد مليح باسكو السهره دي تهلك. السهره تهلك. Le sommeil c'est 6 à 8 heures par jour, le maximum. Pratiquer une activité physique est très bénéfique pour notre santé, mais pas seulement, elle est considérée comme un antidépresseur naturel. Les Algériens commencent à en prendre conscience et s'y mettent au sport, même chez eux. Le sport est très important. Pour avoir une bonne santé, il faut pratiquer une activité sportive. J'ai fait de la marche, j'ai fait des diamants de footing 2 fois par semaine et je mange légèrement, je mange pas trop le matin, pas trop le soir. Suivre ces consignes à la lettre est le seul moyen d'améliorer sa santé. On a vu les réactions justement recueillies par Hasna Zoubiri à Alger. Alors à voir les images, ça a l'air d'être plus simple. Hein. Oui, docteur Lounès.
Parce qu'on a juste l'habitude de trop se compliquer la vie. C'est un peu ça. Je parle souvent de mode d'emploi, à savoir le mode d'emploi de tout un chacun d'entre nous. Mais pour revenir un peu à l'équilibre sommeil-nutrition, il y a les 7 piliers d'une bonne psychologie positive. C'est la surexposition, exposition aux éléments de l'environnement, soleil, air, eau et pluie. C'est-à-dire on s'expose à tout cela. Et puis en particulier, il y a les autres éléments auxquels on est censé être exposé. C'est comment manger, quand est-ce manger et combien. Et puis par rapport au sommeil, c'est pareil. Quand est-ce que je dors, comment je dors et pour combien d'heures. Oui. Oui. Finalement, c'est un apprentissage où on est, finalement, puisqu'on parle de bonne humeur et de bien-être, on est prédisposé à être pessimiste ou optimiste, par exemple. Pour faire le lien, vous avez parlé de plaisir, de désir. C'est un lien entre le corps, l'esprit et la psyché. On se construit ce lien tout au long de la vie. Il y a tout un équilibre hormonal avec, il y a l'équilibre métabolique avec, il y a l'équilibre psychologique qui va avec. C'est-à-dire le développement de l'individu se fait dans un processus de maturation. Il ne vient pas au monde déprimé, il ne vient pas au monde, c'est-à-dire avec une restriction d'activité physique, une restriction de plaisir, une restriction de diversification en termes d'alimentation, de légumes. C'est des apprentissages qu'on fait. Si on apprend de mauvaises Pourquoi habitudes... on a l'impression que c'est plus facile pour certains et plus difficile pour d'autres à être prédisposés, à être heureux par exemple, à être plus extravertis. On a l'impression quand même qu'il y a des choses qui peuvent freiner une personne et pas une autre. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'on a un cerveau très fainéant. Il y a tout ce qui est familiarité avec la chose, même si on emprunte un chemin plus lent, si on a le côté familiarité avec l'emprunt, et ben on continue à emprunter le même chemin, même s'il est assez lent encore. C'est-à-dire, il y a l'aspect qu'on essaie de préserver dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'aspect qui est en rapport avec l'optimisme, pessimisme, il est en rapport avec l'alimentation, avec l'activité physique, avec le sommeil, mais avec le lien entre esprit, corps et psyché. Et l'environnement familial et sociétal dans lequel on se trouve, certainement, ça infléchit sensiblement la qualité vers l'optimisme, voire le pessimisme. Oui, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça s'apprend. Finalement, c'est un certainement, c'est des apprentissages. Je vous assure que la diversification, quand on commence à introduire de nouveaux aliments, on les fait à partir de 5 à 7 mois chez le nourrisson. Mais si on continue à le faire proprement et dans les délais, tout en respectant l'alimentation équilibrée de cet enfant, le petit homme finit par grandir, il ne va pas rester petit quand même éternellement, ce qui fait que l'implication vers une alimentation qui va être équilibrée, riche en fibres et en légumes et en fruits, ça ne va pas s'éteindre à ses 15 ans, à ses 20 ans. Du coup, il faut tout le temps insister sur le fait que c'est par apprentissage, par acquisition, tout en développant 2 éléments, désir de faire la chose, de prendre la chose, de manger la chose, tout en ayant un retour de plaisir par rapport à toute activité faite. Oui, puisqu'on parle des enfants, je vais ouvrir une parenthèse, docteur Raïssa, pour parler de l'actualité avec cette rentrée justement qui a eu lieu cette semaine. Alors la plupart d'entre eux ont du mal à dormir pendant ces 3 mois. On a eu des vacances un peu à rallonge. Comment les aider, docteur Raïssa, à reprendre un rythme normal ? Alors, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Dr Alain, c'est l'apprentissage. Lorsque je reçois des patients avec en général des couples avec des enfants qui ont 3, 4 ans, 6 ans, je pose la question toujours, j'essaie de comprendre j'essaie de savoir à quelle heure les enfants dorment. Est-ce qu'il y a un retentissement sur la vie de famille? Donc vous avez des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui dorment à minuit, 1h du matin. C'est pas normal. Donc l'enfant apprend à cet âge-là. Et s'il apprend à dormir tard, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour sa croissance, c'est pas bon pour tout. Donc vous avez des hormones de croissance qui sont au maximum la nuit, mais il faut dormir. Donc s'il n'y a pas sommeil, il n'y a pas d'hormones de croissance. Et donc là, on pénalise l'enfant. Donc vous avez, si on parle des enfants en général, pendant les vacances, il y a cette liberté qui est donnée, parfois même à l'extrême dans certains foyers, où on voit des adolescents ne pas dormir parfois jusqu'au petit matin. Et ça, c'est pas normal. Je comprends bien qu'ils puissent s'évader un petit peu, jouer, oui, d'accord. Là, premièrement, sur le plan social, on perd le contrôle
de ces adolescents, de ces enfants. On perd le contrôle puisque les parents dorment, donc on ne sait pas ce que ces enfants-là font sur ces écrans. Puis il y a aussi le côté noir de ces écrans qu'on connaît tous. Et puis le sommeil, manque de sommeil. Donc vous avez une nuit pratiquement blanche et un sommeil qui s'installe vers les coups de 6h, 7h du matin. L'enfant va se réveiller vers les coups de midi, 1h, et c'est un cercle vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est un chamboulement. Exactement. Donc là, on va remplacer la nuit par le jour et vice-versa. Là, ce qu'il faudrait faire, il faudrait d'abord essayer de se réveiller le matin. Pour tout le monde, pas uniquement pour les enfants, mais définir une heure de réveil le matin. Et essayer de la maintenir même le week-end. On peut éventuellement le week-end avoir un petit décalage d'1 heure maximum, pas plus. Et si on doit profiter ces premiers jours de la rentrée pour reprendre un rythme normal. Déterminer le nombre d'heures de sommeil suffisant que mon corps demande. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer justement la dette de sommeil qu'on a eue pendant l'été? Impossible. Une dette de sommeil ne se récupère jamais. Vous pouvez récupérer quelques heures, oui, mais vous ne pouvez pas récupérer toute la dette. Oui. Si vous faites une nuit blanche, si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, vous faites une nuit blanche, la nuit d'après, vous n'allez pas dormir 14 heures. Vous allez dormir 8, 9, 10 heures, d'accord? Mais vous aurez toujours quelques heures de perdu. Et c'est une dette. Et ça, c'est votre corps qui en paie les conséquences. Une sieste ne sert pas à grand-chose finalement dans ce cas précis. Alors, une sieste, si vous faites des siestes de 2 heures, 4 heures, ce n'est pas une sieste, c'est une deuxième nuit. Donc là, il faut chercher un problème. C'est quoi ça? C'est soit un problème de temps de sommeil insuffisant, la nuit d'avant, oui, soit un problème au niveau où il doit y avoir une pathologie du sommeil. La sieste, elle est bien, et je conseille d'ailleurs les enfants et même les personnes qui ont la possibilité, soit au bureau, soit à la maison, s'ils doivent rentrer à midi pour manger, ce qu'on appelle une sieste rafraîchissante, de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Oui. Ça permet de recharger les batteries, comme vous avez dit tout à l'heure, mais là, ce n'est pas 3 mois, c'est juste 10 minutes, un quart d'heure. Ça recharge les batteries et l'enfant, s'il doit aller à l'école, il va être encore plus alerte. Pourquoi? Parce que vous avez 2 moments dans les 24 heures où la vigilance est au minimum. C'est aux alentours de 4-5 heures du matin, et là, on le remarque sur les accidents de la route, les personnes qui conduisent la nuit, c'est pendant ces heures-là où on a le plus la fréquence d'accidentologie est la plus grande. Donc 4-5 heures du matin et vers les coups de 13-14 heures. Donc là, ce n'est pas parce qu'on mange qu'on a envie de dormir, mais il y a le phénomène physiologique de la vigilance qui est au plus bas. Si en plus vous mangez, là vous avez un petit coup de barre. Donc pour les enfants, ça serait bien de les faire dormir 10 minutes, un quart d'heure juste avant d'aller à l'école. Ça permet d'éliminer justement, de consommer ce petit excès de sommeil qui vient à ce moment-là et d'être au top pour terminer la journée. Oui. J'imagine que notre époque contemporaine aggrave ce genre de défaillance. Je parle du sommeil dans ce cas précis. Pour l'activité physique, vous parliez tout à l'heure de l'OMS. L'OMS nous classe comme une société ou comme une population sédentaire avec quelque chose comme 6 heures par jour en étant assis. Alors, on est sédentaire ou pas, docteur? Ah oui, on est sédentaire, mais bon, d'après le reportage qu'on avait tout à l'heure, c'est encourageant parce qu'effectivement, la population a pris conscience que l'activité physique était bonne pour la santé. Les jeunes peut-être? Les jeunes et les moins jeunes aussi, vraiment ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de salles de sport qui Vous sentez que la mentalité est en train de changer? Je pense que c'est dû à la sensibilisation qu'on fait régulièrement, etc. Et au niveau également du lieu de travail où on ne cesse de répéter que l'activité physique est non seulement bonne pour la santé chez les sédentaires, donc on les encourage, que ce soit les enfants, les adolescents, la femme enceinte, dans le postpartum ou alors même chez les seniors, mais également dans le cadre de la thérapeutique. L'activité physique représente un moyen thérapeutique non médicamenteux qui est pratiquement obligatoire. Oui, elle fait partie, elle est associée à la thérapeutique médicamenteuse très très facilement par les personnes spécialistes dans ce domaine. Donc tout ce qui est maladie chronique, maladie non transmissible, l'activité physique régulière
modérée et persévérante donc, est intéressante. Pour être de bonne humeur, Dr Hamoudi, parce que pour le sport particulièrement, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire Oui. quand on pratique 10 Sur le plan minutes, physique, sur le plan physique et sur le plan mental aussi, sur le plan c'est-à-dire mental on également, se sent oui. bien à la sortie d'une séance de sport, on se sent tout de suite bien. Alors combien de temps il faudra pour être justement dans cet état de bien-être? Alors cet état de bien-être peut être ponctuel après une séance d'activité physique, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que ce soit pérennisé. tout le temps. Oui. Tout le temps. Donc d'où la régularité de l'activité physique. Il y a ces fameuses, entre autres, endorphines qui sont libérées pendant la séance d'activité physique, qui fait que effectivement on se sent bien, on se sent soulagé pratiquement. Il faut combien de temps pour que l'endorphine soit sécrétée? Il faut 45 minutes, 30 à 45 minutes. Mais 45 minutes, à partir de 45 minutes, quand on travaille assez bien, on peut ressentir cet effet de bien-être. Mais le bien-être est surtout ressenti après la séance, pas pendant. Lorsque on s'est bien dépensé, lorsque l'organisme a bien travaillé, les muscles aussi, le cœur a bien travaillé également, c'est là qu'on ressent cet effet de soulagement, de délivrance pratiquement. Et c'est ce qui permet à la personne d'en redemander. Et c'est pour ça qu'elle persévère dans la pratique de cette activité physique. Oui. Je rappelle juste qu'il y a une étude qui a été faite sur une centaine de milliers de patients diabétiques qui a montré justement que l'activité physique réduit d'une manière significative les complications cardiovasculaires, moins de 25% le risque de développer un cancer, notamment le cancer du côlon et le cancer du sein après la ménopause. Le sport, comme nous le disions tout à l'heure également, est un antidépresseur naturel. Alors, ça nous protège réellement des troubles émotionnels. Et vous en parliez tout à l'heure, Dr Blabdoheb, pour l'alimentation. Est-ce que pour le sport également, on est protégé, par exemple, de l'anxiété, du stress, de la dépression carrément? Effectivement, tout ce qui est stress, anxiété, dépression également, l'activité physique est également prescrite dans les milieux psychiatriques, mais à condition, bien sûr, j'ouvre une grande parenthèse, d'être adapté, d'être surveillé, d'être suivi, parce qu'on ne fait pas du sport pour faire du sport, mais on réalise une activité pour qu'elle apporte des bénéfices et non pas des complications. Donc pour le diabète que vous avez cité tout à l'heure, effectivement, il y a une stabilisation des chiffres de la glycémie, une stabilisation des chiffres tensionnels. Il y a une diminution de l'insulino-résistance. Il y a les troubles lipidiques qui sont également, les triglycérides, le LDL, le cholestérol qui est diminué également, qui sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Après, il n'y a pas que ça. On peut considérer aussi, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, chez la femme ménopausée. Donc, la femme ménopausée, on prévient l'ostéoporose, on prévient également, parce qu'on sait que chez la femme ménopausée, il y a une relocalisation du tissu graisseux, notamment au profit de la graisse abdominale viscérale, et donc avec les facteurs de risque. Donc là aussi, l'activité physique va améliorer ces facteurs de risque. Donc vous voyez que l'activité physique est conseillée à tous les niveaux. Que ce soit dans les situations de vie ou que ce soit chez les patients. Sauf qu'il faut qu'il y ait une prescription de cette activité sur ordonnance. Absolument. Bien sûr, elle ne sera pas faite comme ça de selon façon les profils, selon les âges, selon les capacités, selon la pathologie initiale. Oui. Docteur Blabdoheb, l'alimentation ne sert pas seulement, c'est ce qu'on dit en tout cas dans les études récentes, ne sert pas seulement à apporter des calories et des nutriments, mais elle est aussi régulatrice des émotions. Qu'en pensez-vous? Exactement, parce qu'il faut savoir que l'humeur, c'est des réactions chimiques. Donc à la base, il y a des molécules. Donc une bonne alimentation va apporter des nutriments essentiels pour justement fabriquer ces molécules. À titre d'exemple, nous avons la sérotonine qui est considérée comme étant l'hormone du bonheur. Oui. Donc la sérotonine, elle nous vient d'un précurseur qui est un acide aminé, le tryptophane. Et le tryptophane est amené par certains aliments. Donc si on a une alimentation qui est équilibrée et donc on va rapporter certains nutriments, donc par conséquent on aura les bonnes molécules et à un bon degré. Si par contre on a une alimentation carencée en certains nutriments, il y aura une carence par exemple en sérotonine, en mélatonine, puisque la sérotonine est un précurseur de la mélatonine, donc on va avoir un trouble du sommeil. Donc c'est un tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le microbiote que tout le monde connaît. Absolument. Et qu'on doit tous chouchouter pour avoir
une bonne humeur. Donc le microbiote, c'est quoi? C'est le deuxième cerveau. Donc on sait très bien que l'intestin est considéré aujourd'hui comme étant le deuxième cerveau, et le microbiote est responsable à 90% de la synthèse de la sérotonine, justement. Donc la sérotonine, elle agit sur le cerveau, c'est vrai, mais elle est synthétisée qu'à environ 10%. Donc c'est le microbiote qu'on doit chouchouter. Et comment on doit chouchouter le microbiote? C'est par notre alimentation. Donc l'alimentation, elle doit être équilibrée pour apporter... Les probiotiques, exactement. par exemple. Donc on doit apporter déjà les prébiotiques, donc c'est les fibres tout simplement. Donc une alimentation basée sur un régime, par exemple méditerranéen, qui, nous le savons tous, est riche en fruits, en légumes. Dites-nous un exemple d'un bon repas qui va stimuler chez nous non seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental. Ce que je dis d'habitude, c'est de se rappeler ce que mangeaient nos grands-parents, tout simplement. Donc, ils avaient... Bon, la région méditerranéenne, alhamdoulilah, on est considéré comme étant une région méditerranéenne. Donc nous avons les légumes, les fruits, les oléagineux, l'huile d'olive. Si notre repas est basé sur ça, on aura une bonne santé, donc une bonne humeur et un bon microbiote. Si on rajoute un petit peu tout ce qui est poisson, crustacés et tout, on aura un apport qui est riche en nutriments essentiels à notre santé mentale et à notre humeur, pour qu'elle soit positive. Il est essentiel d'avoir une bonne alimentation. Par contre, ce qu'on remarque actuellement, c'est que notre alimentation, elle a dévié vers le deuxième régime qui est l'occidental. Donc l'alimentation pro-inflammatoire qui est riche en acides, qui est riche en graisses saturées, en viande, et tout ça c'est pro-inflammatoire. Donc il y a eu des études qui ont vu que cette alimentation pro-inflammatoire, elle allait donner une inflammation au niveau du cerveau et par conséquent, allait influer négativement sur la santé mentale et l'humeur tout simplement et le bien-être. Alors par exemple, quand on mange un morceau de chocolat, par exemple, parce que là, j'ai envie de dédiaboliser un peu quand même ce genre d'aliments qui sont réconfortants, qui sont dits réconfortants, les sucreries notamment, ou les fromages, par exemple. Quand on mange un chocolat et qu'on se sent bien, est-ce qu'aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement qu'il y a un rapport avec notre cerveau, par exemple? Parce qu'on dit qu'il existe un lien entre l'intestin et le cerveau, vous en parliez tout à l'heure justement de ce deuxième cerveau, via le nerf vague, qui stimulerait les zones du plaisir et de la récompense lorsqu'on mange. Exactement. Donc si on vient à votre exemple, le chocolat qui est riche en cacao, et le cacao est riche en magnésium. Oui. Donc l'un des nutriments les plus essentiels pour être dans une situation de bien-être, c'est le magnésium qui est responsable d'environ 300 réactions chimiques. Donc le magnésium, on le retrouve dans le cacao. Donc si on prend un chocolat, par exemple, qui est riche en cacao, à partir de 70%, il sera bénéfique pour notre santé et tout simplement notre bonne humeur. Par contre, les chocolats qui sont, par exemple, le chocolat blanc, le chocolat au lait et tout, ils ne sont pas conseillés parce qu'ils sont trop sucrés. Donc par contre, le chocolat noir, à partir de 70, il va apporter le magnésium. Et le magnésium, il est important, on le sait tous, dans la transmission neuronale et neuromusculaire. Donc ça va nous donner une relaxation. Et c'est pour ça que nous, médecins, on prescrit le magnésium chez certaines personnes qui sont stressées. Donc le chocolat, il faut le dédiaboliser, mais le chocolat noir. Pas plus de 2 carrés par jour. Mais les produits finalement dits réconfortants, que beaucoup de gens, vous parlez tout à l'heure justement de l'alimentation en tant que refuge ou en tant que récompense pour certaines émotions. Il y a certaines personnes, soit quand on est bien, on mange certains aliments comme nous parlions dans le cas échéant du chocolat, ou quand on n'est pas bien aussi, on se réfugie dans l'alimentation. Est-ce que finalement ce genre d'aliments, c'est-à-dire quand on parle d'aliments réconfortants, il y a uniquement les produits sucrés ou les produits gras, ou alors on peut trouver d'autres produits réconfortants aussi, parce que généralement on ne va pas se réfugier dans les haricots verts par exemple. Exactement. Donc il faut savoir que ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Oui. Si je suis triste, je vais ouvrir le frigo et voir ce qu'il y a, par exemple. Des fois je suis tenté par ce qui est gras, donc une alimentation par exemple salée, un bon fromage et tout, ou des fois, dans la plupart des cas, c'est une alimentation sucrée. Il faut savoir que le sucre, il devient addictif à la longue, il procure une libération d'hormones du plaisir, etc. Donc, ça nous met dans une situation de bien-être. Oui. Il y a par exemple une petite étude qui a été réalisée sur les souris. Elles ont été exposées à 2 addictifs, donc le sucre et une drogue. Donc, pendant 5 semaines. Au-delà de 5 semaines, elles ont eu le choix. Donc, soit elles pouvaient partir vers une source
d'eau sucrée ou bien vers une drogue. Et on va dire que 70% des cas, elle se dirigeait vers le sucre, qui est un addictif. Pourquoi? Parce qu'il procure un plaisir immédiat par rapport aux autres drogues. Oui. Docteur Lalem, aujourd'hui la neuroimagerie montre qu'après, alors on parle de l'alimentation, on parle également du sport, qu'après un repas, par exemple, ou après une séance de sport, le cortisol diminue. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire c'est l'hormone du stress, hein, pour simplifier un peu pour les gens qui nous regardent. Finalement, c'est visible aujourd'hui grâce à la neuroimagerie? Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que les neurosciences, la neuroimagerie, la neuropsychologie nous renseignent sur pas mal de paramètres. Parmi le cortisol et l'histoire du café et de la caféine, on croyait au départ que c'était un booster entre 8h et 10h du matin pour ne pas somnoler, pour ne pas être fatigué, or que c'est pas le cas, c'est faux. Ça fait partie peut-être des produits réconfortants aussi, le café. Tout à fait. Et à l'image du cortisol, pareil, c'est visible. En termes de sérotoninergique, dopaminergique, cortisol, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à localiser pas mal de choses en termes d'IRM fonctionnel, IRMF. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'appareil, c'est-à-dire pour tester, pour évaluer en étude d'action, pour avoir des résultats immédiats, c'est-à-dire sur le tas. Mais ailleurs, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes d'imagerie et de neuroimagerie et de neuropsy, on est sûr d'une chose, c'est que tout est visible, on arrive à repérer tout cela. Oui. Les ondes de sommeil, les ondes d'activité, les ondes de stress, même l'amygdale rénocéphalique gauche et droite, face à un traumatisme et un choc, on arrive à repérer, c'est-à-dire les vagues d'atteinte et de choc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croyait au départ. Oui. C'est quoi le rapport entre le stress et le sommeil, hein? C'est un rapport de cause à effet, c'est-à-dire quand on est stressé, on dort mal, et quand on dort mal, on est stressé aussi. Oui, alors, ce que vous faites dans la journée va certainement avoir des conséquences sur votre sommeil. Et votre sommeil nocturne va avoir certainement des conséquences sur la journée qui viendra. Donc, si vous êtes stressé par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, il faut essayer de prendre des résolutions, j'allais dire, et avoir un rituel avant le sommeil. Ce que je dis à mes patients, c'est d'avoir un laps de temps entre la journée, c'est mettre fin à la journée, d'accord, à partir d'une certaine heure, et se préparer pour la nuit. Exemple, il ne faut pas qu'il y ait de conflit juste avant le sommeil. Il ne faut pas lire ses mails. Les écrans, ce que vous disiez tout à l'heure. Les écrans, c'est autre chose. Alors, les écrans, c'est la lumière bleue dégagée par les écrans qui va retarder la sécrétion de mélatonine, d'accord, et retarder le sommeil. Et chez les adolescents aussi, ça aggrave, puisque les adolescents, vous savez, pendant la période prépubértaire, pubertaire, vous avez un désordre hormonal, d'accord, qui va de façon physiologique retarder le sommeil chez l'adolescent. Si en plus de ça, vous rajoutez les écrans, vous allez le retarder plus. D'accord ? Donc, les écrans, c'est autre chose. Maintenant, en ce qui concerne le stress de la journée, il ne faut pas que ce stress-là vienne avec vous au lit. Oui. D'accord ? Donc, il faudrait stopper quelque part. Encore une fois, l'idée du discernement qu'on développait tout à l'heure, justement. Voilà. Oui. Donc, si je sais que par rapport à mon travail, par exemple, je vais avoir des SMS ou des coups de fil qui vont me déranger, je vais avoir des mauvaises nouvelles ou des problèmes qui vont me suivre au lit, j'arrête le téléphone. D'accord ? Je ne vais pas consulter mon mail juste avant d'aller dormir. Il y a des personnes susceptibles par rapport aux écrans. Je ne vais pas regarder un film d'horreur juste avant d'aller dormir. Oui. En famille, par exemple, dans les couples, il faut éviter les disputes et les conflits juste avant d'aller au lit. D'accord ? Avec les enfants aussi, puisque s'il y a un problème avec mon enfant par rapport à ses notes, par rapport à ses devoirs qu'il n'a pas effectués, je vais essayer de gérer ça autrement. Au lieu d'avoir un conflit avec l'enfant, il va mal dormir et je vais mal dormir. D'accord ? Donc il faut essayer de séparer. C'est comme un chirurgien. Un chirurgien ne rentre jamais en bloc opératoire directement du couloir. Il va d'abord passer dans un sas, il va se laver, se préparer, la tenue de bloc. Donc il faut toujours avoir cette petite demi-heure, 1 heure éventuellement, pour se préparer au sommeil. Une petite lumière. Un rituel, instaurer des règles. Une petite lumière, une petite lecture, si vous voulez, une petite musique pour ceux qui aiment, voilà, et se préparer
pour aller dormir. Voilà. Ça aussi, c'est un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage. Voilà, c'est vraiment bien quand on vous écoute comme ça, mais l'idée de pouvoir appliquer tous ces conseils, ça prend du temps, c'est ça. Alors, ça prend du temps, mais en fait, c'est un tout. C'est pas uniquement le sommeil. Vous savez, ça commence le matin. Je le répète, il faut choisir une heure de réveil le matin. Donc, c'est pas uniquement courir, d'accord? Derrière l'heure, je dois me préparer pour aller au travail. C'est de l'activité physique. D'accord ? Donc je dois consacrer au moins de mes 24 heures, une demi-heure à une heure de temps pour faire une activité physique régulière. Régulière, c'est tous les jours. C'est pas 3 heures le vendredi et rien la semaine. Ça doit être régulier. Le mieux, c'est de faire cette activité physique, j'allais dire, idéalement, le matin, par exemple. 30 minutes de marche. Pourquoi ? Parce que là, je vais m'exposer au soleil. Je vais être dehors, pas une activité physique à la maison, d'accord? Parce que là, je vais être dans un environnement assez sombre. Si j'ai besoin de lumière, je vais utiliser la lumière artificielle, mais s'exposer au soleil, c'est mieux. Là, tout va être... l'horloge biologique va être synchronisée par rapport au temps, d'accord? Donc une activité physique, une alimentation le soir qui va être équilibrée, qui ne va pas empêcher le sommeil. Oui. Docteur Blablouheb, justement, la même question. Hein. Quel est le rapport finalement entre notre alimentation et le stress? Là aussi, je pense que c'est dans les deux sens. Déjà, il y a eu, par exemple, une étude qui a... C'est-à-dire que ça commence dans le ventre d'une maman. C'est-à-dire qu'ils ont suivi des femmes enceintes, donc deux catégories. Donc une première catégorie qui était sous une alimentation saine, équilibrée et tout. La deuxième catégorie, la junk food. Donc ce qu'ils ont remarqué sur les enfants, donc ils sont nés, qu'ils ont suivi jusqu'à l'âge de 10 ans, que ceux qui étaient, dont les mamans avaient une alimentation saine, étaient plus sereins, avaient plus de concentration par exemple, étaient moins exposés au stress. Par contre, les autres, ils étaient beaucoup plus agressifs. Donc là, déjà, on voit que l'impact de l'alimentation, il est présent donc, chez le fœtus. Donc, c'est-à-dire que le développement cérébral se fait dans le jeune âge. Chez nous, donc les adultes, les enfants, l'alimentation équilibrée, elle apporte encore une fois des nutriments qui sont précurseurs de bonnes molécules. Donc la molécule la plus importante, je le dis encore, c'est la sérotonine. Par contre, si par exemple je prends une alimentation qui est déséquilibrée, il y aura par exemple trop de protéines, trop de gras et tout, il y aura par exemple trop de protéines. Donc il y a un acide aminé qui est la tyrosine, qui va être précurseur de la dopamine. Donc ça va générer par exemple un trouble du sommeil le soir. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux parents de ne pas donner une source protéique chez les enfants le soir. Donc ça va retarder encore une fois le sommeil. Donc c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un tout. Il faut essayer de suivre une alimentation saine en général pour qu'on puisse avoir un modèle. Peut-être manger plutôt, pas dormir, manger un peu tôt par rapport à d'habitude maintenant avec l'école. Il faut essayer de respecter la règle des 3 heures avant le sommeil déjà pour avoir une meilleure digestion et tout. Oui. Alors, pour le sport, docteur Hamoudi, ne pas pratiquer, on disait tout à l'heure que c'était un besoin vital, tout aussi important que l'alimentation et le sommeil, signifie se priver d'un besoin vital qui peut engendrer finalement des décharges à l'acte, à la violence, à la vitesse, à la colère. Ce qu'on voit un peu aujourd'hui dans notre société, malheureusement. Comment expliquer cela, docteur Hamoudi ? Le sport, finalement, nous permet d'ouvrir cette soupape, cette cocotte qui est peut-être à l'intérieur de nous. C'est ça? Oui, on peut le remarquer chez les personnes qui ont une activité physique régulière. Si vous permettez, si on voit par exemple certaines sociétés où on pratique de la méditation, où on pratique certains sports comme le tai chi, ce sont des populations finalement très zen, très sereines, ce qui n'est pas souvent le cas chez nous, malheureusement. C'est pour ça que la visite médicale de non-contre-indication est importante, parce que lorsque la personne veut pratiquer une activité physique, l'idéal, c'est qu'elle passe voir le professionnel de la santé qui va un peu discuter, et à travers cet interrogatoire et à travers ce dialogue, voir un peu quel est le type ou le caractère de cette personne et quel type d'activité physique conseiller. Si vous voyez que c'est une personne qui bouillonne, etc., on lui conseillera effectivement
effectivement le yoga ou le tai chi, etc. Ou alors un sport d'endurance à visée aérobie. Mais si vous voyez que c'est une personne beaucoup plus zen, etc., on pourra peut-être lui conseiller du sprint ou de la musculation ou autre. Donc là, le contrôle ou la visite chez le médecin, notamment le professionnel de la santé ou le médecin du sport, est très importante parce qu'elle permet non seulement d'évaluer les capacités de la personne pour pouvoir adapter l'activité physique qui va venir, mais également d'apprécier un peu, après le dialogue et la discussion, le niveau psychologique ou plutôt l'état psychologique de cette personne et ce qu'elle devrait pratiquer pour améliorer son état de santé. Parce que le sport ou l'activité physique, on ne le fait pas pour faire, on fait parce qu'on attend des résultats. Donc c'est pratiquement comme un médicament. Il a sa posologie, il a ses contre-indications, il a ses indications. Miracle surtout. C'est ça. On pense tout à l'heure, par exemple, les études que je vous ai dites, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le sport est finalement réellement un traitement miracle. Il prévient des cancers, il guérit la dépression. C'est incroyable quand on lit tout ça. En parlant des maladies non transmissibles, c'est clair, les études sont là, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on peut donner, si vous permettez, des conseils pratiques pour les gens qui nous regardent, par exemple pour les personnes qui travaillent, qui n'ont pas souvent le temps de faire le sport en salle, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport au quotidien et qui soit simple, par exemple des gestes faciles à faire? Le terme sport, il est un peu... oui, activité physique. Oui, l'activité physique, par exemple aller au travail à pied. Oui. Si c'est pas loin, les enfants peuvent aller à l'école à pied aussi si c'est pas loin également. Monter, comme j'ai dit tout à l'heure, les escaliers, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, promener son chien quand on en a un, jardiner quand on en a un, quand on a un jardin, oui. Ou alors carrément, lorsqu'on est des adeptes de la télévision, faire des mouvements avec ses bras et ses jambes devant la télé. Des étirements? Oui, des étirements. Ou alors si on a un vélo d'appartement, le mettre en face de la télé et bouger. Après, il y a des niveaux d'activité. Vous avez ça, 30 minutes de marche par jour. C'est bon pour la santé. Après, vous avez des degrés. Vous avez également une activité physique faite dans une salle à visée aérobie ou alors de la course à pied. Il y a des applications qui sont téléchargeables sur nos téléphones. Oui. Ou par exemple, aussi sur YouTube, il y a plein de coachs aujourd'hui qui font des cours qu'on peut suivre. Est-ce que vous conseillez justement de faire ce genre de sport? Là, vous aussi posez une question très intéressante parce que si c'est une personne qui n'a pas de problème de santé, qui est jeune, aussi faut-il qu'elle sache qu'elle n'a pas de souci de santé. Oui, on peut dire oui. Et encore, cette séance de sport ou d'activité physique qui est visionnée sur le téléphone ou sur la télé, est-ce qu'elle est adaptée aux capacités de la personne? Parce qu'en général, on a tendance à vouloir faire vite et avoir des résultats vite. Vous comprenez? Maintenant, si c'est une personne qui a une maladie connue, des antécédents médicaux, je déconseille vivement de faire ce type de pratique parce qu'elle peut avoir des conséquences sur son activité. Donc, l'idée بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'idéal, c'est après, quand il s'agit d'une activité physique régulière, modérée, comme de la marche et tout, le problème ne se pose pas. Le problème se pose quand on veut imiter les sportifs. Vous avez, par exemple, je peux prendre un exemple typique, c'est les personnes qui ont un certain âge et qui vont faire du footing avec les jeunes sur le terrain. Alors, ils sont là à se comparer et à vouloir faire comme les jeunes ou mieux. Et après, vous avez des accidents de terrain, des accidents cardiovasculaires sur le terrain, etc. Ça, c'est très mauvais. Vous envoyez beaucoup beaucoup non, mais ça se passe. Alors quand c'est pas des accidents, c'est des troubles. Ils viennent avec des troubles, par exemple sur le CG ou alors. Mais c'est des personnes qui ont déjà des antécédents médicaux. Oui. Alors on a beaucoup de questions aussi quand on a annoncé le thème sur la page de l'émission, beaucoup de questions sur la fatigue chronique. La fatigue chronique et les aliments par exemple. Est-ce qu'il y a des aliments qui nous prédisposent à être plus en forme ou à l'inverse, des aliments aussi qui vont nous faire sentir qu'on est fatigué? C'est-à-dire que le problème de fatigue chronique, bon, il y a un certain contexte qu'on vit actuellement, c'est tout ce qui est Covid et post-Covid. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle le post-Covid, il est fréquent, il est présent. Donc c'est pas encore par exemple déclaré comme une vraie maladie et tout, mais il est présent. Donc il faut faire la part des choses. Donc je reçois par exemple en consultation certaines personnes pour tout simplement fatigue ou asthénie. Asthénie, c'est la fatigue profonde. Donc ce qu'il y a à faire là, c'est connaître les antécédents bien sûr. Donc si par exemple la personne a fait un Covid les 3 derniers mois, il est fort probable que cette fatigue, si elle est récente bien sûr, soit en rapport avec le Covid. Dans un deuxième temps, on va faire un examen clinique, voir si par exemple il n'y a pas une anémie. Il faut savoir qu'un manque de fer, tout simplement, il va provoquer une fatigue. Il y a certaines pathologies, par exemple endocriniennes, donc la thyroïde. Il faut voir s'il n'y a pas une hypothyroïdie. Donc la fatigue chronique, elle doit être prise en charge d'abord sur le plan médical. C'est-à-dire si le patient est amené à voir un médecin, c'est qu'il y a souffrance. Donc il faut d'abord rechercher s'il y a une pathologie à traiter. Au-delà de ça, on pourra prescrire une alimentation plus équilibrée. Donc l'alimentation équilibrée, elle va apporter les bons nutriments riches en vitamines. Il faut savoir, par exemple, si on a des déficits en certaines vitamines ou bien les bons gras, ce qu'on appelle les oméga 3 et tout, il y aura la fatigue. Donc ce que je fais... La vitamine D aussi, beaucoup de gens qui en souffrent. Moi, ce que je fais personnellement, c'est faire une enquête alimentaire. Donc je fais une enquête alimentaire, c'est pour savoir justement l'alimentation de la personne. Donc juste en faisant ça, je peux voir s'il y a par exemple une certaine carence. Si la personne ne prend pas, par exemple, tout ce qui est poisson, si la personne a une allergie aux poissons, en général, si elle ne prend pas les oléagineux, donc je pourrais penser qu'il y aurait une carence en oméga 3. Et s'il y a une carence en oméga 3, on ne va pas bien sûr la doser, mais on peut supplémenter ou bien prescrire un régime particulier. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on dit que pour arriver justement à cette sérénité, il faut penser positif, c'est ça, et avoir ce discernement et ce recul. Comment y arriver finalement? C'est bien de le dire, de le répéter. Comment y arriver? C'est pas aussi compliqué que ça. Je le répète encore une autre fois. Dans un premier temps, c'est un apprentissage. C'est une aptitude
c'est une acceptation. Ça se passe au niveau de notre conscience déjà. Oui. Et j'insiste sur une autre chose, c'est que si on fait pratiquement de l'auto-méditation ou bien de la méditation en groupe ou en cartel ou en inter-individu, c'est pas du temps perdu. Il faut qu'on soit sûr que c'est un travail. Il faut dire aussi que les interactions sociales sont très importantes aussi dans le bien-être. Hein. Exact. À commencer par les groupes de parole, puis les groupes de parole thérapeutiques, et puis les groupes de méditation interindividuelle, auto-méditation, ou bien entre deux personnes, c'est-à-dire dans un travail en atelier. Ce qui est sûr, c'est que je reviens toujours aux 7 éléments essentiels. Les 4 éléments sont là. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'argent pour les acheter ou bien de moyens, etc. C'est le soleil, la lumière bleue du ciel, le vent, la terre et la pluie, c'est-à-dire l'eau. On doit être exposé à ça au moins, c'est-à-dire de manière très très fréquente pendant la journée. Les autres éléments, on fait un travail sur nous-mêmes. On a besoin d'empathie, de sentir ce qui se passe, c'est-à-dire au fond de nous, et ce qui se passe avec autrui. Dans un deuxième temps, est-ce qu'on est concrètement conscient? On travaille sur les niveaux de conscience, c'est-à-dire si je casse une vitre, est-ce que c'est dangereux ou pas? Si j'expose mon enfant à un risque psychosocial ou de précarité, de vol, de violence, etc., est-ce que c'est normal? Quand je vois 2 enfants, par exemple, chamailler, se bagarrer, se tabasser, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'interviens? C'est des niveaux de conscience sur lesquels je dois agir. Et puis, en dernier, quelle est la place de l'émotion par rapport à tout cela? Et ça se travaille en sport, en alimentation, en sommeil, mais surtout, on revient toujours à un élément très, très important à travers un travail sur nous-mêmes. Oui, pour arriver justement à cette paix intérieure. Exactement. Merci. Oui, absolument. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission qui est arrivée à son terme. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que les conseils de mes convives vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. À très bientôt. Au revoir.